Bonjour Didier Maisto, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes journaliste parce on demeure journaliste, c'est un peu comme médecin, enfin peut-être que vous pourrez en dire un mot, mais c'est un peu comme médecin ou avocat, on quitte jamais vraiment la profession. Vous avez été patron de presse, notamment on vous connaît au travers de la direction de Sud Radio. Aujourd'hui, vous êtes une voix classée parmi les voix libres, hein, vous allez à peu près partout où vous êtes invité pour délivrer vos analyses, alors à la fois sur la politique et puis sur la société. Vous avez notamment, vous vous êtes beaucoup exprimé au moment des Gilets jaunes. Est-ce qu'on pourrait démarrer? Alors, on va parler évidemment de politique internationale, puisque c'est ce qui a beaucoup occupé notamment les médias français ces derniers jours. Je pense évidemment à New York. Mais je voudrais que vous fassiez un point sur la situation politique française. Où en est-on, qu'on comprenne bien ce qui se passe? Est-ce qu'on est sorti du marasme ou est-ce que vous avez espoir qu'il se passe enfin quelque chose en France? Où en est-on? C'est la question que tout le monde se pose. On voit comment ça a démarré, comme on dit souvent. Hein. Et, how it start, ça c'est très bien. On voit comment ça a démarré. Mais où ça va aller, nul ne le sait. Nous sommes en fait dans une situation un peu inédite où d'abord dès 2017, dès le premier tour, à l'entre-tour, les Républicains se sont précipités comme un seul homme pour aller offrir à M. Macron des ministres, des premiers ministres et une collaboration sans faille, jusqu'à M. Retailleau qui voulait être calife à la place du calife, mais comme ça ne s'est pas très bien placé, maintenant il voudrait s'absoudre et être différent, alors que ça a été l'assurance vie du macronisme. M. Macron qui a été enfanté, peut-être de façon un peu, je ne sais pas, adultérine, comme dirait notre passion commune Hubert Félix Thiéphane, par le Parti socialiste, hein, par un accouplement un peu étrange entre, on va dire, le néolibéralisme, cette mouvance un peu gazeuse, et on pourrait appeler l'État profond ou la haute fonction publique, en tout cas, voilà. Donc, ça a accouché de Macron. Et donc, vous avez l'assurance tout risque estampillé de droite, estampillé de gauche, européistes, qui maintiennent en respiration artificielle et dans un coma désormais assez largement avancé, M. Macron, qui vient de dire, après avoir fait tabula rasa, détruit à peu près tout ce qui pouvait encore exister en termes de vivre ensemble, de services publics, de prospérité, d'indépendance, de souveraineté, sur tous les sujets, qui vient de dire qu'il lâchait le manche de la politique nationale. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur la politique nationale, le grand maelstrom, mais il n'est pas assez content de lui, il veut dérouler toute l'étendue de son talent à l'international, et parce que Mozart, n'est-ce pas, doit franchir les frontières, et on le voit s'exprimer sur Gaza, un peu l'Afrique, beaucoup la Russie, et donc il bombe son petit torse pour aller, nous dit-on, aller affronter la première puissance nucléaire mondiale, ce qui ne laisse pas d'interroger quand même. Est-ce que ça ne tient pas au fonctionnement de la Ve République, cette liberté totale que peut avoir un président une fois élu et qui puisse gouverner à son aise, dépenser sans compter, placer les gens qui souhaitent là où ils le souhaitent? Est-ce que c'est inhérent ou pas à la cinquième? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un processus? La Ve République a été créée pour et par un homme, par le général de Gaulle et pour le général de Gaulle, avec notamment Michel Debré, hein, le grand concepteur de cette Constitution. Et finalement, la Constitution de la Ve République, elle est absolument magnifique. Elle en a inspiré beaucoup dans le monde entier. Elle est presque, il n'y a pas de système parfait, mais c'est le moins mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres, hein, comme disait Tocqueville. Mais c'est un bon système. Le problème, c'est que c'est les hommes qui se sont rabougris. Et que quand on a la dimension d'un général de Gaulle, pour la souveraineté, justement, pour l'indépendance, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit en termes de défense, en termes culturels, Monsieur de Gaulle, le général de Gaulle, n'était pas un atlantiste. Il était français. Et la France, il disait, c'est pas la droite, la France, c'est pas la gauche. C'est tout ça, c'est tous les Français. Et donc, aujourd'hui, ce système, oui, a vécu. Il n'est plus adapté à la situation parce que les hommes sont devenus tout petits et que la classe politique, finalement, quand on ne sait rien faire, quand on n'a pas de métier, avant c'était l'excellence, hein, la diplomatie, il a arrêté le corps diplomatique, c'est fini, mais même la politique a tiré les talents. On sortait, on faisait une grande école, on sortait dans la botte, on faisait l'inspection des finances et puis on faisait une carrière politique
ou les ordres, hein, mais ça c'est un peu plus vieux. Aujourd'hui, en fait, c'est du népotisme, quand on n'a pas vraiment de métier identifié, ben de père en fils et de père en petit-fils, on devient homme politique, politicien. Donc oui, ce système a vécu. Il avait déjà été amoché par M. Sarkozy pour plusieurs raisons. Peut-être le grand, allez, il avait fait beaucoup de bêtises aussi, Chirac, mais disons que l'indépendance de la France, quand la France rayonnait encore dans le monde, ça a été jusqu'à Chirac. Quand, et je ne fais pas de politique politicienne en disant ça, quand M. Sarkozy est arrivé, première chose qu'il a faite, il a renoué avec l'atlantisme, on a réintégré le commandement intégré de l'OTAN, on a inversé le calendrier. Bon, déjà, Chirac s'était converti au quinquennat, ce qui était une connerie, mais bon, c'est comme ça. Et donc, de mettre les législatives juste après la présidentielle, il n'y a plus vraiment, on est toujours entre deux élections, on disait ça va donner du rythme, mais non, en fait, on est toujours entre deux campagnes présidentielles. Et donc, on a un régime présidentiel qui ne dit pas son nom, avec une assemblée et un Sénat, un parlement quand même assez fantoche, hein, et l'exécutif, qui est aussi le législatif, voire sans doute demain, c'est une probabilité, un gouvernement par ordonnance. Donc, il faut rompre avec ce système et aller sans doute vers quelque chose de beaucoup plus participatif, appelons-le sixième, appelons-le comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais il faut que les Français soient plus souvent appelés aux urnes sur des sujets qui les concernent, parce que la démocratie, c'est pas on vote une fois tous les 5 ans et ensuite on râle. On participe au processus, c'est ce qu'ont mis en exergue les Gilets jaunes, et c'est cette volonté qu'on l'appelle RIP, RIC, en tout cas référendum d'initiative populaire ou citoyenne, c'est une nécessité aujourd'hui dans un monde devenu complexe où, quand on avait expérimenté du temps des Gilets jaunes, quand on faisait voter les gens, on nous avait dit ça va être le racisme, ça va être la peine de mort. Que nenni, c'était le pouvoir d'achat en premier, les services publics et les institutions. Donc, nous sommes tout à fait dans l'épure. Il faut tourner la page de ce système qui a vécu, qui a correspondu à une époque. Cette époque est révolue. Mais ils sont en même temps jugés partis. C'est-à-dire qu'ils se tireraient une balle dans le pied s'ils décidaient de convoquer le Congrès et de décider un passage à la sixième, non? C'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je ne crois plus, c'est pas la première fois, on en a souvent parlé ensemble, je ne crois plus au processus électoral dans le calme, la bonne humeur. On va voter, il va sortir quelque chose. D'abord parce que depuis Chirac, il y a eu plusieurs événements. D'abord, les événements, les réseaux sociaux, hein, qui sont un facteur nouveau, cette soif de démocratie avec toutes les limites, tous les défauts qu'on peut lui trouver. Et ensuite, parce que ce monde en apparence plus libre, c'était la grande promesse de l'Union européenne, hein, la libre circulation des biens, des personnes, la Terre est un grand pays, le grand marché européen, Erasmus, on va tous être frères, le grand village global, etc. Tout ça, on s'est rendu compte que c'était quelques personnes qui avaient le pouvoir, des oligarques, hein, et qui, petit à petit, ferment toutes les écoutilles de la liberté. Sur les réseaux sociaux, M. Macron est en train d'essayer, en tout cas, de reprendre la main, puisque pour les médias mainstream, officiels, traditionnels, ils sont plus tellement de masse, mais appelons-les comme ça, c'est déjà fait, hein, puisque les oligarques 10 oligarques ont tout racheté. Le service public est complètement, avec l'ami de M. Macron, son ami de promotion, sous la coupe de M. Macron. L'ARCOM est une farce. Les instruments de régulation ne servent à rien, mais sont juste la continuité du cerveau du président de la République. Moi, j'ai vécu ça, je suis toujours en procès d'ailleurs depuis 13 ans, donc je peux un petit peu en parler. Et donc, ça devient plus compliqué, la voie électorale, pacifique, traditionnelle, parce que ce système a tout verrouillé. Les médias, le monde politique, la haute fonction publique, la justice aussi, on le voit, hein, il y a beaucoup d'instrumentalisation de la justice. La défense. On avait reçu Albert Lévy ici même il y a deux on a largement parlé, effectivement. Et la défense, hein, moi, quand j'entends le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, et le patron de la gendarmerie, c'est passé un peu inaperçu il y a quelques jours, qui nous dit en fait que
en fait, il assume de divorcer de la démocratie. Il dit ce qui risque de se passer si on est en guerre contre la Russie, les gens ne vont pas être d'accord. Bah, tu m'étonnes, oui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord parce qu'on ne sait pas pourquoi on va aller se faire trouer et pour qui, on sait un peu, mais en tout cas, ce n'est pas pour la démocratie ni pour les droits de l'homme qu'on va se faire trouer la peau. Cette guerre est perdue pour l'OTAN. De toute façon, maintenant, il serait temps d'en tirer les conséquences. La Russie avance, gagne du terrain, enfin, tous ceux qui sont sur le terrain le disent. Et donc, j'ai entendu, ça m'a beaucoup inquiété, le patron de la gendarmerie dire non seulement on craint ça, mais on va le réprimer. C'est-à-dire, en gros, on va mettre en prison tous les gens qui ne seront pas d'accord pour aller se faire trouver la peau pour M. Zelensky. Je rappelle quand même que nous avons eu 30 gilets jaunes éborgnés, des mains arrachées, et que ça a continué tous les jours. Les gens applaudissaient dans les hémicycles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les forces de l'ordre, on savait, c'est pas un accident, c'est arrivé une fois, 5 fois, 10 fois, 30 fois, 32 fois en tout. Et ceux qui ont commis, moi je n'aime pas trop parler de violences policières, puisque je pense que ce sont des violences politiques, des violences d'État. La police n'est qu'une courroie de transmission, on lui donne des LBD, elle fait 3 tirs pour les 5 ans pour être habilité, c'est-à-dire rien. Moi je suis tireur sportif, donc je sais à quel point il faut être concentré et travailler tous les jours pour ne pas faire de bêtises et être dans le calme et la sérénité et la maîtrise de soi. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on prépare les esprits finalement à aller se faire massacrer, le poitrail en avant, alors qu'on sait que face à la première puissance nucléaire de la planète, il y en a pour 10 minutes. Tu parles avec les généraux, bon, on t'envoie un Oreshnik ou n'importe quel missile, même si tu le détectes tout de suite, tu ne peux rien faire. Il est impossible de l'intercepter. Donc, si on commence à trop chatouiller les gens, à envoyer des soldats français, comme je l'ai su, j'en ai pas encore parlé, mais il y a des gens qu'on a envoyé des légionnaires qui sont massés en Pologne, qu'on va faire passer en Ukraine. Et s'ils se font attraper, on dira non, c'est juste de la logistique. Non, non. Donc, on continue à envoyer du matériel, on continue à envoyer des hommes pour une guerre enfin, je veux dire, l'Ukraine a perdu sa population, a perdu plus d'un tiers de sa population. C'est une véritable boucherie. Il faut que ça s'arrête. Et le rôle de la France eût été de militer pour la paix, parce qu'en plus la Russie apprécie beaucoup, les Russes apprécient beaucoup les Français. Mais là, c'est épidermique. Dès que tu dis quelque chose, on dit vous êtes pro-Poutine. On peut même plus aborder cette question de façon sereine d'un point de vue historique, puisque la guerre a commencé il y a 3 ans. Si tu commences à expliquer la chute du mur de Berlin, la situation dans le Donbass avec les russophones, c'est même pas une question de prendre parti, de dire je suis pour ou je suis contre. Expliquer, donner des éléments de contexte, comme le ferait tout journaliste passionné par ces questions-là, intéressé par ces questions, c'est devenu impossible d'en parler en France. Donc, tout ce climat me fait dire qu'on n'est pas encore dans une dictature, mais on n'est plus du tout dans une démocratie. M. Macron s'est accroché, il a perdu par 2 fois les élections, les européennes, un seul tour, les législatives. Si on compte en voix, ce qui n'a pas de sens dans un scrutin uninominal à 2 tours majoritaire, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. On est pour, on est contre, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Si on compte comme on doit compter d'un point de vue du scrutin, je suis désolé, c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections. Et il nous met un type de droite qui a fait quelques semaines à la tête de l'État, Bayrou, et maintenant le Cornu, son plus proche collaborateur. C'est un déni de démocratie, ça s'appelle. Vous reparliez des Gilets jaunes. Alors c'est intéressant parce que, juste avant d'aborder la question internationale, mais j'imagine que vous avez vu passer le document visuel et sonore divulgué par nos confrères de Mediapart et de Libération, où on voit, donc ça se passe à Sainte-Soline, ce sont des affrontements entre ce qu'on appelle, je pense à tort, mais enfin, on va les appeler les forces de l'ordre, qui se sont retrouvés à combattre, littéralement, parce que là on est dans un combat, on n'est plus dans le maintien de l'ordre, à combattre des manifestants écologistes, pardon.
Les mots sont très durs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour nos amis qui n'ont pas vu ce document? Oui, à un moment, on voit par exemple un gendarme qui dit sa caméra s'allume, l'autre qui lui dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit ah putain, ça s'allume tout seul ce truc. Et puis l'autre qui dit on va les massacrer, on va les massacrer. Bon, moi j'ai documenté ça du temps des Gilets jaunes parce que j'avais été voir assez vite dès les premiers actes. Moi je suis très à la base, c'était pas toujours été sur le terrain, mais je suis assez légaliste, légitimiste. Jamais j'aurais pensé mettre en cause à ce point nos forces de l'ordre. Et je sais qu'ils font un métier difficile. Les gens qui sont aussi des gilets jaunes, sont des gens qui ont peu de salaire, qui travaillent dans des conditions difficiles et qui sont un peu la voiture balai de la société. Bon, une fois qu'on a dit ça, ils ont quand même été très, 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 très violents pendant les gilets jaunes. Et j'avais tout documenté où je montrais ces forces de l'ordre, appelons-les comme ça, prendre littéralement d'assaut des gens qui manifestaient pour la première fois, des familles. Je me suis souvent interposé. J'ai filmé, moi qui suis quelqu'un de très calme, j'ai parfois, dans le feu de l'action, comme on dit, pété un câble, insulter les gens, me mettre au milieu pour pas que des grands-pères soient massacrés et piétinés. J'ai été profondément choqué. J'ai failli prendre un LBD en pleine poire. Il a fallu que je hurle, presse. Le type s'est ravisé au dernier moment. J'ai pris des grenades, des encerclements, respiré des tonnes et des tonnes de gaz lacrymogène. Bon, bref, tout ça pour dire qu'à un moment, j'avais documenté, où j'avais publié des images où on voyait, parce qu'on nous faisait toujours les black blocs, etc., des gens habillés de pied en cap, en noir, de la tête aux pieds, franchir un premier barrage de CRS, puis un deuxième, et puis se changer. J'ai publié ça, mon compte Twitter a sauté dans les 12 heures. Il y a eu des pétitions, les gens ont fini, ils ont rétabli mon compte. Mais voilà où on est. Donc il y a un appareil d'État qui est devenu très répressif. C'est-à-dire le poisson pourri par la tête. On est dans un système très répressif où il est devenu illégitime et dangereux d'exprimer son désaccord. Des médias complètement couchés, terrorisés, même les indépendants sont terrorisés par les procès qu'on peut leur faire, procès entendus au sens large, et ne sont pas toujours très téméraires. Et parfois, ça peut se comprendre. Voilà. Les médias mainstream, j'en parlais, qu'ils soient publics ou privés, sont dans la courroie de transmission. Quand on voit LCI sur l'Ukraine ou CNews quand même sur ce qui se passe à Gaza, on est dans un monde alternatif. C'est pas du tout le vrai monde. Moi, je suis allé à Gaza, en Israël, à Moscou, etc. C'était pas du tout ce qu'on nous raconte. Après, moi je suis pour que chacun se fasse une opinion, mais pour se faire une opinion, il faut que le réel soit la base de travail. À Moscou, il n'y a pas des gens qui errent avec des jerrycans dans des stations-service et bourrés de l'ADA. Non, il y a un pouvoir d'achat qui est supérieur au nôtre, avec des Porsche Cayenne à tous les coins de rue, une ville, alors je ne dis pas que toute la Russie comme ça, je ne la connais pas, mais une ville où tout le monde se donne rendez-vous, c'est là que ça se passe, quoi. Il y a toute l'Afrique, il y a toute l'Amérique du Sud en tout cas, tout l'Est, les BRICS, enfin, c'est prodigieux quand même de voir les discours qui sont tenus. Après, on peut dire Poutine c'est bien, c'est pas bien, Gaza c'est bien, c'est pas bien. Et partons du réel. Quand on nous dit l'armée la plus morale de Gaza, ils se défendent, etc. C'est quand même très étrange de dire les choses comme ça. Il y a, je sais pas, 70 000 morts, mais peut-être plus, parce que quand on lit vraiment les rapports en profondeur, les gens disent c'est peut-être 400, 500 000 morts, et exclusivement à 80%, 70-80% des civils, des femmes et des enfants notamment. C'est un massacre à grande échelle. Un massacre à grande échelle. Quand on regarde les images de Gaza vues d'avion, mais il reste plus rien, quoi. Les gens, ils rentrent où, les gens? Ils rentrent dans leur maison, il n'y a plus de maison. Dans leur pâté, il n'y a plus de pâté. Il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de route, il n'y a plus de repères. Et, voilà dans quel monde on vit. Alors, et,
Sur Moscou, je pense que la Russie profite du fait que Bruno Le Maire n'est plus aux affaires et que donc lui qui avait promis de faire chuter la Russie et de l'étrangler. On va traverser, si vous le voulez bien, l'Atlantique. Donc on va se rendre à New York, donc avec l'élection de Mamdani. Alors j'ai repensé à un sketch de Cavana qui disait, donc l'humoriste canadien, qui disait que il était content, donc ça se passe à Paris, au cours d'un spectacle, il était content parce que les Français, c'était au moment d'Obama, hein, les Français étaient à 90% prêts à élire un président noir. Et il laisse un blanc et il dit aux États-Unis. Sous-entendu, chez nous, c'est pas encore l'heure. Là, c'est un maire de confession musulmane, donc Mamdani, qui a été élu très largement, très confortablement, maire de New York, et ça a donné lieu en France à un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux, notamment de la part de gens qui sont omniprésents sur les plateaux de télé. Je pense à Caroline Fourest, je pense à Tristan Banon, Céline Pina, qui ont fait des tweets ouvertement racistes. D'ailleurs, Tristan Banon l'a retiré en mettant un message d'excuse encore pire que le truc initial, où on voyait le World Trade Center, donc le 11 septembre 2001, et à côté, on voyait l'élection de Mamdani. Comment vous analysez ce degré absolument stupéfiant de gens qui en plus se disent de gauche, ce degré de racisme anti-arabe, alors qu'il n'est pas arabe, hein, ça dit en passant, mais enfin, ils ont fait des amalgames avec les frères musulmans. Comment vous comprenez et comment vous analysez ce degré de racisme qui traverse à ce point-là la classe politique et la classe médiatique? Ces tendances, et c'est la faiblesse des démocraties qui se pensent encore comme des démocraties, mais qui sont de fait déjà des oligarchies. Et où on voit bien que aujourd'hui, moi, si je peux tripler mon audience, si je me commence à dire qu'il y a trop d'Arabes en France et que l'islam était compatible avec la République française, je peux vous dire que avant décembre, j'ai 1 million d'abonnés. Hein. Ça, c'est pas compliqué, et que je suis invité partout, même si je fais un livre sur le sujet, j'ai une bonne communauté. Je veux dire, bon, les Arabes dehors, ça suffit, l'islam, machin. Je vais faire un gros succès de librairie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a vécu voilà, dans la première moitié du XXe siècle, dans la haine des Juifs, et que c'est comme ça que les systèmes de domination hein, étendent leur maille, leur filet. Il faut désigner un ennemi. Le Juif était partout. Le Juif errant, regardez, il a le nez crochu, il est dans la finance, ils sont partout, etc. Dans l'armée, regardez le capitaine Dreyfus, il est juif. Il faut relire ou lire les comptes rendus analytiques de la Troisième République. Et, enfin, c'est une violence. Mais tout le monde était. Il faut voir que aujourd'hui tout le monde est anti-musulman, mais à l'époque, en France, tout le monde était au premier comme au second degré antisémite, hein, et pas qu'un peu. Hein. Bon. Donc, l'arabe, et je dis l'arabe à dessein, parce que au-delà du musulman, c'est l'arabe qui est visé. Hein. Comme l'a dit Florence, je ne sais plus comment, la sociologue, elle a dit 80, les 3/4 des musulmans. Les 4/5 des musulmans du monde sont arabes, alors que c'est Florence Bergeau-Blaclair, donc du CNRS. Voilà, sont arabes. Non, enfin, il y a l'Indonésie, enfin, il y a quantité de pays, ça n'a aucun sens. Bon, de toute façon, quand on lui demande de dire comment ça va en arabe, elle ne sait pas, mais elle a étudié le Coran en arabe, mais littéral et littéraire. Hein. On est entre gens quand même. Et c'est pas l'abbesse Ali, l'abbesse Souya. Hein. C'est pas Metachem, c'est moi je parle l'arabe littéraire, attention. Hein. Et je l'écris, je le déchiffre. Bon, tout ça, c'est une supercherie. Comment je l'analyse ? C'est comme ça, en fait. Hein. C'est devenu tendance parce que certains ont imposé ça dans le débat public et la rationalité n'a plus cours. Et cette folie s'est déchaînée vis-à-vis du nouveau maire de New York. Moi, j'ai cherché, alors j'ai dit, bon, moi, je suis plus trop jeune, donc je m'emballe plus trop tout de suite. J'ai dit, on verra ce qu'il fera. Il a un très beau programme. Il veut aider les pauvres, les gens, la classe moyenne qui est complètement paupérisée. À New York, c'est impossible de se loger tellement ça coûte cher. Plus personne ne peut vivre. Se déplacer, ça devient impossible. Bon.
Et donc, il veut aider les gens à retrouver du pouvoir d'achat. Très bien, on verra s'il y arrive. Moi, j'ai mis un bémol parce que j'ai vu qu'il s'affichait avec le fils Soros, etc., qui avait eu des financements directs et indirects. Ok, bon, pourquoi pas. Le fait de dire, comme ils l'ont tous fait, qu'il était islamiste, mais ça repose sur quoi? Alors, il est à la fois globaliste et mondialiste et islamiste. Hein. Déjà, il y a une espèce de dichotomie, de hiatus qui est inexplicable. Mais à partir de quel fait on peut dire ça? Parce que moi, j'ai regardé, je suis allé du coup regarder tout ce qu'il avait dit, écrit, nulle part. Aucun lien, comme ça a été dit, avec les frères musulmans. Ça a été lâché par des proches de Trump, un sénateur et un député pendant la campagne en disant lui, c'est les frères musulmans, etc. Ça a été repris en France sans aucune analyse d'aucune sorte par les gens, notamment du printemps républicain, hein, qui sont quand même des gens très, très dangereux. Comme dirait mon ami Castaldo, Régis, c'est le fascisme déjà là. J'aime bien cette expression, le fascisme déjà là. Moi, en 2017, avant le premier tour, je parlais de soft fascisme. Je regrette un peu cette expression parce que le soft était sans doute de trop. J'aurais dû dire fascisme vicieux, subtil, parce que tout en apparence est beau en France. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Il a dit, d'abord, il est issu, d'abord, il est né en Ouganda, d'une famille indienne, hein, et il n'est pas du tout arabe, donc il ne peut pas en plus se présenter à l'élection présidentielle, parce qu'on a dit c'est un concurrent de Trump, et chacun sait que pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle aux États-Unis, il faut être né dans le pays. Ce que vous ne pouvez pas faire Musk, par exemple, aussi, parce qu'il est né en Afrique du Sud. Bon. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde les choses, il a dit, qu'il ne soutenait pas l'État d'Israël dans ce qu'il était en train de faire aujourd'hui. Il n'a pas du tout demandé la destruction de l'État d'Israël. Et donc, on a dit, il est antisémite. Donc, s'il est antisémite, c'est qu'il est islamiste. Hein. On fait donc comme ça des constructions intellectuelles qui sont des syllogismes parfaits. Hein. Donc, et puis, on met le sceau de l'infamie, où, quand nul n'a pu jamais démontrer qu'il était lié à une mouvance extrémiste, à des frères musulmans, qu'il a appelé à la destruction d'Israël. Il a dit quand même avec un certain courage que si Benjamin Netanyahou posait le pied sur le sol new-yorkais, il le ferait arrêter. Je rappelle que M. Trump a dit à la Knesset, c'était, oui, à la Knesset, qu'il y avait le président de la République israélienne, il a dit, bah, allez, mon gars, absolue, il a une bonne joue, il est sympa, Netanyahou. Il devrait être félicité pour tout ce qu'il a fait pour le monde. On va faire une station balnéaire. Bon. On est dans ce fantasme-là. Et moi, je suis très inquiet. J'ai vu quand même qu'une partie de la droite en France, catholique notamment, parce qu'il n'y a pas que des marchands du temple, hein, ont regardé ça m'a intéressé, avec beaucoup de circonspection quant à ce qui se passait en Israël et à Gaza. Et parce que je sais bien qu'il y a des tentatives de dire la civilisation judéo-chrétienne, ce qui est une vue de l'esprit. Je sais ce qu'est une civilisation juive, je sais ce qu'est une civilisation chrétienne. Une civilisation judéo-chrétienne répond à un agenda, c'est une construction intellectuelle récente qui ne tient pas la route 2 secondes. Hein. Je pourrais l'expliquer pourquoi. Et donc, il y a quand même des chrétiens qui se sont dit, mais on ne peut pas laisser massacrer des milliers de femmes et d'enfants s'engager. Donc, c'est en train, je pense qu'Israël a perdu la partie d'un point de vue de la légitimité de cette guerre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un parallèle à faire entre on excuse le terrorisme. Le 7 octobre, moi je l'ai condamné, tous les gens dotés d'un cerveau, d'un cœur, etc., l'ont condamné. Il faut laisser passer du temps, après comprendre les raisons profondes, comme comprendre les raisons profondes de la guerre dans le Donbass et de la guerre en Ukraine. Ça ne veut pas dire cautionner, ça veut dire analyser, comprendre les raisons profondes. Comprendre que quand il y a des gens qui occupent un pays qui a été décidé d'un trait de plume de façon un peu étrange il y a quelques années, quelques décennies, et que des gens arrivent en 4x4 en disant « écoute, ici, c'est chez moi, je t'emmerde »,
et si tu n'es pas content, je te bute, ce qu'ils font d'ailleurs beaucoup en Cisjordanie. Quand on voit à Gaza aussi comment les gens vivent, c'est quand même une prison à ciel ouvert, parce qu'on dit, mais regardez, autour en Israël, tout est prospère. À Gaza, ils font des tunnels. Non, mais attendez, je pense que les gens qui disent ça ne sont jamais allés à Gaza. Avec tous les checkpoints, toutes les 10 secondes, on te filme, on t'emmerde, on t'interroge. Enfin, les gens qui militent pour la paix, j'avais vu d'ailleurs un magnifique documentaire sur ce médecin palestinien qui a perdu ses enfants, sa famille en direct, et qui allait soigner dans un hôpital juif israélien des Israéliens et des Arabes, parce qu'il y a aussi des Arabes israéliens. Le type, bon, voilà, ça, a dit on va enquêter, etc. Il ne se passe jamais rien, bien sûr. Hein. Bien sûr. Alors, excusez-moi Didier, je sais que sur ces sujets-là, vous êtes passionné et c'est aussi pour ça qu'on vous apprécie. On va arriver au terme de notre entretien provisoirement. Hein, j'espère vous retrouver très bientôt. J'avais une dernière question du coup, parce que j'entends alors, en quelques mots, vous qui êtes un homme de médias, vous aurez noté qu'on ne parle déjà qu'on ne parlait pas beaucoup de Gaza, mais enfin là, on n'en parle plus du tout. Est-ce que vous n'avez pas une crainte qu'on oublie complètement ce terrible épisode, ces 2 ans de tragédie, ces centaines, je pense aussi que ce sera en centaines de milliers, puisqu'il y a aussi les gens qui vont en mourir à terme. Vous n'avez pas une crainte que ce soit complètement effacé, en quelques mots, effacé de la mémoire collective? Je pense que c'est déjà un petit peu le cas, malheureusement. Ça risque d'être effacé puisque c'est une espèce de litanie comme ça, c'est lancinant. Hein, depuis que nous sommes enfants, vous et moi, on entend la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc, c'est une espèce de bruit auquel les gens se sont habitués. Et quand vous possédez les médias, il y avait l'impression qui était donnée d'un équilibre. Hein, et que finalement, bon, tous les Arabes qui meurent, c'est que des Arabes, hein. De toute façon, c'est pas bien grave. 2, de toute façon, c'est tous des terroristes, hein, donc c'est pas bien grave. 3, il n'y a aucune pitié à avoir, puisque même les bébés ne sont pas innocents. Je rapporte, je mets tout ça entre des gros guillemets, tout ce qui a été les antiennes répété pendant 3 ans sur les télés et les radios françaises par d'éminents spécialistes et hommes et femmes médiatiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je crains fort que non seulement la domination continuera, en dépit de ce qu'a fait promettre Trump dans son plan, mais que ça risque de repartir, sans doute à bas bruit. On va parler de 10 morts, puis de 50 morts, puis de 100 morts dans des opérations spéciales, parce qu'on va trouver là encore un tunnel avec des gens vivants, on va faire des représailles, et je pense que ça va s'étendre, cette histoire de Gaza, en Cisjordanie. Quand on regarde en plus la carte, on voit que Gaza, sur toute la bande, comme ça, je dirais qu'un tiers de Gaza sur toute la longueur, entre un quart et un tiers, avec la frontière de l'autre côté à l'est israélienne, tout ça, c'est terres agricoles. Elles ont été confisquées par les Israéliens. Et donc, les Gazaouis, ils ne vont pas étendre les frontières. Ces frontières, à mon avis, vont rester. On verra quelle va être l'administration. De toute façon, le problème aussi, c'est que Mahmoud Abbas et tous les mouvements qui ne sont pas du Hamas sont extrêmement faibles, divisés, corrompus, et que les seuls, après on peut dire c'est dégueulasse, c'est immonde, etc., les seuls qui ont, d'abord ils ont gagné les élections, même s'il faudrait en refaire, c'est le Hamas, qui ont donné un espoir, qui ont parlé à la population, qui ont lutté, etc. Donc, d'un point de vue occidental, avec notre tropisme en disant c'est des terroristes, oui, c'est des terroristes, évidemment que c'est des terroristes, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur l'ensemble de la planète, parce que parfois le Hamas n'est pas... C'est deux branches distinctes entre les terroristes, effectivement, et puis la branche politique. Mais ça, on sera amené, cher Didier Maisto, à en reparler une fois que ce sera évidemment installé. Vous serez
toujours évidemment le bienvenu. Vraiment, on arrive au bout. Un tout dernier mot éventuellement sur votre actualité? Oh, mon actualité, je continue à intervenir comme ça quand vous m'invitez dans différents médias. Et j'essaie de. Alors, je ne fais plus trop de médias mainstream. J'ai décidé d'arrêter. Puis j'avais repris, puis les gens l'ont un peu reproché, certains, donc je ne voulais pas faire polémique, j'ai arrêté. Mais en tout cas, je continuerai à essayer, donc on ne me coupe pas le sifflet, à être aligné, que je fasse des lives personnels ou que j'intervienne dans des podcasts, des médias alternatifs ou des médias internationaux ou des médias de masse, mainstream, de dire toujours la même chose. Parce que je pense que c'est comme ça. Et j'avoue que ça devient quand même très compliqué parce que l'appareil d'État est puissant. Hein. Il y a un appareil de défense, de police, un appareil médiatique, un appareil financier, de surveillance et une pression qui se fait. Alors moi, je me mets toujours dans la peau des plus faibles et des plus exposés. J'aurais pas aimé être juif dans la première moitié du XXe siècle et aujourd'hui, bien que né en France, parce que c'est toujours un hasard, hein, comme disait la chanson, être musulman en France aujourd'hui, quand on est sincèrement intégré, assimilé, je ne vais pas faire ces faux débats, mettons assimilé, et qu'on parle français, qu'on a appris l'histoire de France, nos ancêtres les Gaulois, parce qu'il y a aussi des mythes fondateurs, être toujours montré du doigt comme un terroriste potentiel et un suceur de subventions, c'est quand même assez désagréable. Et l'image que l'on donne aussi à l'international de cette façon de faire, de cette folie ambiante, hein, puisqu'on on voit que le pouvoir est dans une fuite en avant sur tous ces sujets, n'est pas très encourageant pour la suite, même si le pire n'est jamais certain. Malheureusement. On en reparlera avec grand plaisir. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis pas au revoir ni adieu, mais à très bientôt, Didier Maisto. À Merci beaucoup. bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.